Je m'appelle Hélène Martin. J'ai 58 ans et il y a 3 semaines, mon monde a basculé avec 6 numéros clignotants sur un billet de loto d'une valeur de 62 millions d'euros. J'étais assise à cette même table de cuisine, le billet tremblant dans mes mains, le souffle coupé. Mais alors même que le choc m'envahissait, une décision s'est imposée, froide et solide comme la pierre. Personne dans ma famille ne le saurait jamais. Ni mon fils, ni ma fille, ni mon frère, qui m'a saigné à blanc pendant des années. Vous voyez, dans ma famille, l'argent n'est pas de l'amour, c'est un levier. Et j'étais sur le point de découvrir à quel point je comptais peu pour eux. Et voici la partie que vous n'allez pas croire. Avant même de dépenser un seul euro de cette fortune, j'ai décidé de les mettre à l'épreuve. Je voulais savoir, s'ils me croyaient sans le sou, qui ferait un pas en avant? Qui disparaîtrait? Qui montrerait son vrai visage? La réponse a failli me briser. Et elle a tout changé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de commenter en indiquant d'où vous regardez. La première nuit après que ces numéros ont illuminé l'écran, je n'ai pas dormi. J'ai fixé ce billet sous la faible lumière au-dessus de cette table, écoutant le bourdonnement du réfrigérateur et le tic-tac de la vieille horloge sur le mur. 62 millions. Après impôts, peut-être 40. Toujours plus d'argent que je n'aurais jamais imaginé en tenir. Un instant, la jeune fille en moi, celle qui a grandi dans une ferme pleine de courants d'air de la Creuse, a voulu crier, courir dehors, dire au monde que j'étais enfin libre. Mais la femme que je suis, celle que les années de déception familiale ont burinée, savait qu'il ne fallait pas. Je me suis versé un verre de cognac, bien que mon médecin m'ait mis en garde contre ma tension artérielle. Le liquide ambré captait la lumière tandis que je le faisais tourner, et j'ai pensé à toutes les fois où j'avais déjà joué les idiotes. Marc, mon fils, avait appelé il y a 2 ans au milieu de la nuit. Maman, c'est juste 5 000 euros, juste le temps que l'entreprise décolle. J'ai viré l'argent avant le lever du soleil. Il n'en a plus jamais parlé. Émilie, ma fille, était plus subtile. Elle me voulait à ses côtés lorsqu'elle a acheté son premier appartement, jusqu'à ce qu'elle ait besoin d'aide pour couvrir les frais de notaire. Elle a promis que c'était temporaire. 5 ans plus tard, elle répond à peine à mes appels. Et Robert, mon jeune frère, s'il y avait un record du monde pour l'argent emprunté et les promesses non tenues, il serait champion. Il avait toujours ce ton pleurnichard, cette façon de me faire sentir coupable d'avoir juste un peu plus que lui, même quand tout ce que j'avais était un emploi stable et une modeste retraite. J'ai laissé le cognac me brûler la gorge. Si je leur parlais du gain, je savais ce qui arriverait. Ils tourneraient en rond comme des vautours, chacun avec ses histoires, ses besoins, ses crises urgentes. Et à la fin, ce ne serait pas un cadeau. Ce serait une obligation, une laisse autour de mon cou. Le verre de cognac a atterri sur la table avec un bruit sourd. J'ai pris ma décision sur le champ. Le silence était ma protection. Le lendemain matin, le soleil s'est glissé à travers les stores, projetant des lignes sur le parquet usé. J'ai préparé mon café, noir et fort, comme je l'ai toujours aimé. Tandis que l'arôme emplissait la cuisine, j'ai ouvert mon ordinateur portable et cherché comment réclamer un gain au loto anonymement. Mes doigts ont hésité sur les touches, mais j'ai continué. C'est alors que je suis tombée sur des articles concernant les fiducies aveugles. Un avocat pouvait en créer une, protéger mon identité. Je pourrais repartir avec mes gains, et le monde ne saurait jamais qu'Hélène Martin était devenue multimillionnaire du jour au lendemain. Mes lèvres se sont retroussées en un demi-sourire. Cet anonymat valait plus que le billet lui-même. Mais même avec ce filet de sécurité qui se formait dans mon esprit, une autre pensée a fait son chemin. Au fil des ans, j'avais soutenu ma famille dans leur tempête, discrètement, sans fanfare. Et pourtant, quand j'avais eu besoin ne serait-ce que d'une fraction de ce soutien en retour, quand mon mari Étienne était malade et que je me noyais dans les factures d'hôpital, qui était là? Pas Marc, pas Émilie, pas Robert. Ils avaient chacun des excuses, des vies bien remplies, des besoins pressants. C'est tante Marthe, la sœur de mon père, retraitée de longue date et vivant d'une maigre pension, qui m'a glissé un chèque de 200 euros en murmurant « J'aimerais que ce soit plus, Hélène ». Ce souvenir me piquait au vif. Il est resté avec moi alors que j'étais assise devant l'ordinateur, faisant défiler les noms d'avocats du centre-ville. J'ai pris le téléphone et composé un numéro que j'ai trouvé sur le site web d'un cabinet. La voix d'une femme a répondu sèchement. « Cabinet Meyer et Associés, comment puis-je vous aider ?» « Oui, dis-je, ma voix plus basse que d'habitude. Je dois prendre rendez-vous avec maître Linda Meyer. C'est pour une question de planification successorale et financière. » Il y a eu une pause à l'autre bout du fil.
Nous avons une disponibilité demain matin à 10 heures. Cela vous convient-il? Ce sera parfait, dis-je, griffonnant l'adresse sur un bloc-notes. Après avoir raccroché, le silence de la maison s'est de nouveau fait sentir. Ma maison était modeste, une demeure de plain pied avec des planchers qui craquent, la peinture extérieure s'écaillant un peu plus chaque année. Elle me convenait, cependant. Après le décès d'Étienne, je n'avais pas eu le cœur de déménager. C'est ici que nous avions vécu nos derniers jours ensemble, là où ses rires avaient autrefois résonné dans la cuisine. L'idée de remplir ces pièces avec le bruit de parents quémandant de l'argent me rendait malade. Ce soir-là, je me suis assise sur le porche alors que les lampadaires s'allumaient. Mon voisin, Monsieur Dubois, m'a salué de la main en promenant son chien. J'ai levé la main en retour, pensant à quel point il ignorait béatement l'existence du bout de papier dans ma poche qui pourrait acheter toutes les maisons de ce pâté de maison. J'enviais son ignorance. Mon téléphone a vibré sur la table à côté de moi. Un texto de Robert. « Hélène, ma chérie. On peut parler? Je suis un peu dans le pétrin. » Je n'ai pas répondu. Pas encore. J'ai fixé ces mots, la mâchoire serrée. C'était exactement pour ça que je ne pouvais pas leur dire. L'encre de mon miracle n'était même pas sèche, et déjà les griffes familières se tendaient. J'ai mis le téléphone dans ma poche, me suis levée et suis rentrée. Le lendemain matin, je me suis habillée avec ma plus belle veste, bleu marine, avec des boutons qui s'étaient un peu desserrés, et j'ai pris l'ascenseur jusqu'au 10e étage d'un gratte-ciel de verre du centre-ville. Le hall d'entrée sentait le marbre poli et l'argent. Maître Linda Meyer m'a accueillie avec une poignée de main ferme. Elle avait à peu près mon âge, avec des cheveux argentés soigneusement tirés en arrière, des yeux vifs derrière ses lunettes. « Madame Martin, dit-elle chaleureusement. Entrons dans mon bureau. » Je l'ai suivie, serrant l'enveloppe dans ma poche comme si c'était une bouée de sauvetage. Une fois la porte fermée, j'ai posé le billet sur son bureau. Un instant, ses sourcils se sont haussés, mais elle s'est vite reprise, le professionnalisme l'enveloppant comme un manteau. « Je vois, dit-elle doucement. Eh bien, vous êtes au bon endroit. Nous pouvons protéger votre identité, Madame Martin, mais d'abord, nous devons discuter de vos intentions. Que voulez-vous que cet argent fasse pour vous? » Sa question est restée en suspens. J'ai ouvert la bouche, puis l'ai refermée. Qu'est-ce que je voulais? La sécurité, oui. La liberté, certainement. Mais plus que ça, je voulais la vérité. Je voulais savoir une bonne fois pour toutes si ma famille tenait à moi ou à ce que je pouvais leur fournir. Je veux garder cela secret, dis-je finalement. Et je veux m'assurer que si je décide d'aider quelqu'un, ce sera selon mes propres termes. Linda a hoché la tête. Alors nous commencerons par une fiducie aveugle. Cela prendra quelques semaines, mais une fois établi, les fonds seront intouchables par quiconque sauf vous. J'ai expiré, le soulagement se mêlant à l'appréhension. Dans le bus du retour, je regardais par la fenêtre la ville défiler. J'ai pensé aux années passées, à chaque fête où j'avais été un portefeuille plutôt qu'une invitée, à chaque appel téléphonique qui commençait par des banalités mais se terminait par des demandes. Et j'ai pensé à ce que Linda m'avait demandé. Que voulez-vous que cet argent fasse? Ce soir-là, l'idée m'est venue, lentement d'abord, puis avec une clarté indéniable. Je ne leur parlerai pas du gain. Au lieu de cela, je les mettrai à l'épreuve. Je raconterai à chacun la même histoire, que j'avais perdu de l'argent, que j'étais sur le point de perdre ma maison, que j'avais besoin d'aide. Juste une petite somme comparée à ce que je leur avais donné au fil des ans. Je voulais voir, quand la situation se retournerait, qui se manifesterait et qui s'en irait. Je me suis assise à cette table, la plume crissant contre le papier, écrivant des noms. Marc, Émilie, Robert, ma belle-sœur Chantal. Chacun de ceux qui avaient déjà pris, emprunté ou exigé. J'ai même écrit le nom de Marthe, bien que mon instinct me dise qu'elle aiderait si elle le pouvait. En écrivant, ma poitrine s'est serrée. Était-ce cruel? Peut-être. Mais après une vie à être celle qui portait tout le monde, j'avais besoin de savoir. J'avais besoin de la vérité, aussi amère soit-elle. La maison était silencieuse quand j'ai terminé. J'ai plié le papier, l'ai glissé dans ma poche et j'ai soufflé la bougie sur la table. La flamme a vacillé une fois avant de disparaître en fumée. Demain, je passerai le premier appel. Et ainsi commença le test qui allait démêler tout ce que je pensais savoir sur la famille, sur la loyauté, sur l'amour. Je suis restée éveillée longtemps après minuit, le carnet avec les noms de ma famille soigneusement plié dans ma poche. La maison était silencieuse, comme elle l'avait été depuis le décès d'Étienne.
Je pensais autrefois que le silence était le plus cruel des compagnons qu'une femme puisse avoir. Maintenant, après des années à être vidée par les personnes mêmes qui se disaient ma famille, j'avais appris à traiter le silence comme un allié. Il ne me prenait rien. Il ne mentait pas. Il ne déguisait pas le besoin en amour. Mon esprit revenait sans cesse au passé, rejouant des moments que j'avais autrefois essayé d'enterrer. La première fois que j'ai réalisé que l'argent passerait toujours avant moi dans cette famille, c'était quand j'avais 17 ans. Je venais d'être acceptée à l'université de Lyon. Je me souviens être entrée dans la cuisine, la lettre à la main, le cœur battant de fierté. Ma mère a souri faiblement, mais mon père a secoué la tête. On ne peut pas se le permettre, Hélène. Pas à moins que tu ne prennes des prêts. Robert était assis à table, plus jeune que moi de 5 ans, aspirant ses céréales. Il n'a pas levé les yeux. Cette nuit-là, pendant que mes parents se disputaient sur le coup, ma mère a chuchoté. Peut-être que Robert nous facilitera la vie un jour. Il a le charme. Le charme, elle appelait ça. Moi, je devais travailler dur. D'une manière ou d'une autre, le charme a toujours semblé plus précieux à leurs yeux. J'ai cumulé 2 emplois à temps partiel pour payer mes études. Je ne leur ai plus jamais demandé d'aide. Mais chaque fois que Robert voulait quelque chose, une colonie de vacances, des livres, sa première voiture, il trouvait toujours un moyen. Parfois, c'était mes économies qu'ils empruntaient. Parfois, c'était un chèque à mon nom. Je me disais que ce n'était pas grave. Il était plus jeune. Il en sortirait. Mais Robert n'est jamais sorti de rien. Il est devenu un homme qui croyait que le monde lui devait quelque chose. Et d'une manière ou d'une autre, cette dette semblait toujours être la mienne. La vie avec Étienne était différente. Il manquerait. Il était stable, d'une voix douce, un instituteur qui croyait que les petits actes de gentillesse valaient plus que n'importe quel euro. Nous vivions modestement. Une petite maison au papier peint qui se décollait sur les bords, mais remplie de rire. Nous avons élevé nos enfants, Marc et Émilie, dans cette maison. Ces années avant que les fissures n'apparaissent furent le seul moment où je me suis sentie en sécurité dans ma famille. Nous n'avions pas grand-chose, mais ce que nous avions semblait suffisant. Puis la maladie est arrivée, et c'est comme si quelqu'un avait incliné le sol sous nos pieds. Le diagnostic d'Étienne un cancer du poumon a tout brisé. Il n'avait jamais fumé de sa vie. Je me suis épuisée au travail pour essayer de le maintenir confortable. J'ai vendu mon bateau, vidé notre épargne retraite et pris des gardes pour lesquelles j'étais trop vieille. Quand les factures sont devenues des montagnes que je ne pouvais plus gravir, j'ai fait la seule chose que je m'étais juré de ne jamais faire. J'ai appelé mes enfants et j'ai appelé Robert. Marc a répondu en premier. Sa voix était sèche, pressée. Maman, je ne peux pas continuer à cracher de l'argent. La start-up est en plein décollage. 5 000 par-ci, 10 000 par-là. Ça finit par faire beaucoup. Les mots ont coupé plus profondément qu'ils ne le réalisaient. Le ton d'Émilie était plus doux, mais non moins définitif. Maman, Paul et moi remboursons l'appartement. Peut-être dans quelques mois, nous pourrions. La phrase s'est dissipée comme de la fumée, vide de sens. Et Robert? Eh bien, Robert a soupiré au téléphone comme si j'avais gâché sa soirée. J'ai mes propres dettes, Hélène. Tu devrais peut-être refinancer la maison. C'est ce que les gens font. Je me souviens être assise à la table de la cuisine cette nuit-là, Étienne endormi dans l'autre pièce, la tête entre les mains. Aucun d'entre eux ne pouvait se donner la peine de se tenir à mes côtés alors que je me noyais. Seule Marthe, la sœur de mon père, retraitée et vivant d'une pension qui couvre à peine ses courses, est venue. Elle a pressé 200 € dans ma paume avec des doigts tremblants. « J'aimerais que ce soit plus », a-t-elle chuchoté. Je lui ai dit que c'était assez. Mais la honte d'avoir besoin d'elle et la gratitude que je ressentais en égale mesure sont restées avec moi. Quand Étienne est décédé 6 mois plus tard, Marc et Émilie sont venus à l'enterrement en vêtements noirs et raides, consultant leur téléphone entre 2 condoléances. Robert s'est tenu au pupitre pour prononcer un grand discours sur l'importance de la famille, puis il est parti tôt pour prendre un vol pour Las Vegas. Le vide de tout cela est resté avec moi plus que les mots. « Maman, tu iras bien », a dit Marc, me tapotant l'épaule d'une main, ses clés de voiture déjà dans l'autre. « Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. » Émilie a offert la même chose, sa voix flottant comme si elle savait que je ne le ferais jamais. Robert m'a serré dans ses bras, empestant l'eau de Cologne et le whisky, et a marmonné « Reste forte, ma sœur. Reste forte. » Comme si la force seule était censée remplacer l'amour. J'ai essayé de chasser ces souvenirs alors que je fixais la flamme de la bougie sur la table de ma cuisine des années plus tard.
Mais ils avaient une façon de revenir, surtout maintenant que j'avais quelque chose qu'aucun d'entre eux ne savait, quelque chose qui les exposerait pour ce qu'ils étaient. Ce billet de loto avait fait plus que me rendre riche. Il m'avait donné la chance de balayer toutes les excuses, tous les masques. Je créerais une histoire. Je leur dirais que j'étais fauché, que j'avais perdu de l'argent dans de mauvais investissements, que j'étais sur le point de perdre la maison. Je demanderais 7 000 euros. Pas une fortune, pas impossible, juste assez pour que ça compte, assez pour tester. Pour Marc avec sa nouvelle Mercedes, c'était de l'argent de poche. Pour Émilie et son mari chirurgien, moins qu'un week-end de vacances. Pour Robert, c'était moins que ce qu'il me devait déjà. Je me demandais lequel d'entre eux aiderait et lequel disparaîtrait. La question me tordait les entrailles, un mélange d'anticipation et d'effroi. Voulais-je la vérité? Étais-je préparé à y faire face? Et s'il me décevait encore? Et si la réponse confirmait ce que j'avais toujours craint, que dans ma famille, l'amour n'était qu'un autre mot pour une transaction? La pensée m'a rongé alors que j'étais allongé dans mon lit, jusqu'à ce que le sommeil m'emporte. Le lendemain, je suis allé en ville. L'air était vif d'automne, les trottoirs jonchés de feuilles cassantes. Je suis passé devant le café qu'Étienne aimait tant. Nous nous y asseyions le dimanche matin, partageant un café, parfois rejoints par Marthe, penchée sur ses mots croisés. Maintenant, la banquette était vide, la fenêtre embuée par le souffle d'inconnu. Mon téléphone pesait lourd dans ma poche. Mon pouce a survolé le numéro de Marc. Je n'étais pas prête. Au lieu de cela, j'ai fait défiler jusqu'à Walter. Walter avait été mon voisin il y a 30 ans avant de prendre sa retraite de la gendarmerie. Un homme bâti comme un chêne avec des yeux qui ne manquaient rien. Au fil des ans, nous étions restés en contact, buvant une bière de temps en temps. Deux vieux amis échangeant des histoires de guerre de bataille de différentes sortes. Il a répondu à la deuxième sonnerie. « Hélène, ça fait longtemps. Qu'est-ce qui te tracasse? Tu peux me retrouver ?» ai-je demandé. « J'ai besoin d'un avis. » Nous nous sommes retrouvés au café des anciens combattants. Les murs étaient tapissés de drapeaux délavés, de photographies de jeunes hommes qui avaient tout donné. Walter s'est glissé dans la banquette en face de moi. Ses mains croisées, son regard stable. Je lui ai tout raconté, le billet, l'argent, le silence que je comptais garder, et finalement, le test. Il n'a pas interrompu. Sa mâchoire travaillait comme s'il mâchait le poids de tout cela. Quand j'ai fini, il s'est penché en arrière et a laissé échapper un long soupir. Si tu les testes, Hélène, sois prête pour la réponse. Une fois que tu vois qui ils sont, tu ne peux plus l'ignorer. J'ai besoin de savoir, dis-je. Ma voix s'est brisée plus que je ne l'avais prévu. Il a hoché la tête. Alors fais-le. Mais protège-toi. Écris-le. Enregistre-le. Pas pour eux, pour toi. Pour que, lorsqu'ils essaieront de déformer l'histoire plus tard, tu te souviennes exactement de comment ça s'est passé. J'ai dégluti difficilement. Il avait raison. Ma famille avait toujours été maître dans l'art de réécrire l'histoire. J'aurais besoin de preuves, non pas pour un tribunal, non pas pour leur faire honte, mais pour m'ancrer lorsque le doute reviendrait. Ce soir-là, je suis rentrée et me suis assise une fois de plus à la table de la cuisine, la même table où j'avais pleuré Étienne, où j'avais pris d'innombrables repas silencieux, où j'avais fixé le billet qui a tout changé. J'ai sorti un vieux carnet en cuir, celui qu'Étienne m'avait offert il y a des années, et j'ai écrit sur la première page en lettres fermes, le test. En dessous, j'ai listé leurs noms, Marc, Émilie, Robert, même Chantal, ma belle-sœur, et enfin Marthe. Mon stylo a appuyé si fort que l'encre a traversé le papier. Pour chacun, j'ai laissé de l'espace pour noter leurs réponses. Quand j'ai fini, j'ai fermé le carnet et j'ai posé ma main sur sa couverture. La flamme de la bougie a vacillé 1, 2 fois, puis s'est stabilisée. Dans le calme, j'ai chuchoté dans la pièce. Voyons qui se tiendra vraiment à mes côtés. L'horloge a sonné minuit. Demain, les appels commenceraient. Le lendemain matin, après avoir écrit leurs noms dans le carnet en cuir, je me suis réveillée avant le soleil. La maison était silencieuse, mais mon esprit était déjà agité, répétant les phrases que je devrais dire. Pendant des années, ma famille m'avait perçue comme la personne stable, la personne fiable, la femme qui portait le poids sans se plaindre. Maintenant, pour la première fois, je leur demanderais de m'imaginer flancher. Rien que ça me paraissait étranger sur la langue. J'ai préparé une cafetière de café, noire comme du goudron, et je me suis assise à table avec un bloc-notes, esquissant les mots qui me semblaient crédibles. La société dans laquelle j'ai investi s'est effondrée, murmurai-je,
testant la phrase dans le silence. La banque commence à s'impatienter. J'ai besoin de 7 000 € juste pour garder la maison. Les mots semblaient étranges, lourds, mais ils sonnaient vrais. Après tout, ce n'était pas si loin de la vérité. J'avais failli perdre cette maison une fois auparavant, quand Étienne était malade. C'est peut-être pour ça que je savais comment formuler le désespoir sans enjoliver. J'imaginais leur réaction en écrivant. Marc soupirerait, rejetterait la faute, me ferait peut-être la morale sur la planification financière comme si je n'avais pas passé ma vie à lui enseigner ce que signifiait la discipline. Émilie semblerait compatissante, mais ses excuses seraient enveloppées dans la douceur de sa voix comme un couteau caché dans de la soie. Robert rirait probablement, prétendrait qu'il aimerait pouvoir aider, puis inventerait une histoire sur le fait qu'il était sur le point de conclure un marché qui changerait tout. Et Chantal, elle claquerait de la langue, chuchoterait aux autres qu'Hélène avait finalement perdu la tête, et savourerait les commérages plus qu'elle n'aurait jamais apprécié de m'aider. La bougie que j'avais laissée sur la table la veille s'était consumée jusqu'à n'être plus qu'un bout. Je me suis frotté les yeux, puis j'ai attrapé mon téléphone. Mon doigt a d'abord survolé le nom de Marc, mais quelque chose en moi a résisté. C'était mon fils, oui, mais je ne voulais pas commencer par lui. Je devais être plus affûté avant de l'affronter, mieux préparé. Au lieu de cela, j'ai fait défiler jusqu'à Émilie. Ma fille avait toujours été la plus douce, celle qui appelait encore pour les fêtes, même si c'était par obligation. Si quelqu'un devait me donner une lueur d'espoir, ce serait elle. J'ai appuyé sur le bouton, porté le téléphone à mon oreille et écouté les sonneries. 1, 2, 3, puis sa voix, claire. Et étudié. Maman, quelle surprise. Tout va bien. J'ai pris une profonde inspiration et l'ai laissé s'échapper lentement, baissant le ton, laissant la lassitude s'infiltrer. Pas vraiment, Émilie. Je n'appellerai pas si ce n'était pas important. Il y a eu une pause. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai laissé le silence s'installer un instant avant de parler, laissant son imagination prendre le dessus. La société dans laquelle j'ai mis quelques économies s'est effondrée. Fraude, mauvaise gestion, peu importe, l'argent a disparu. Et la banque appelle déjà pour l'hypothèque. J'ai besoin d'aide. Juste assez pour me maintenir à flot jusqu'à ce que je trouve une solution. Environ 7 000 €. Son inspiration soudaine m'est parvenue même à travers les grésillements. Un instant, j'ai cru qu'elle pourrait me surprendre. Puis sa voix s'est adoucie, prudente, étudiée. Oh, maman, c'est terrible. Je n'arrive pas à croire qu'il t'ait fait ça, mais, 7 000 €, c'est beaucoup. Paul vient de payer les frais de scolarité des enfants et on rattrape encore les retards sur les rénovations de l'appartement. Peut-être dans quelques mois. J'ai coupé gentiment. Émilie, la banque n'attendra pas quelques mois. Ils commenceront les procédures d'ici quelques semaines. Son silence s'est étiré, trop long. Je pouvais presque l'entendre peser le coup de ma crise contre le confort de sa vie. Je vais parler à Paul, dit-elle finalement. Peut-être qu'on peut gérer une plus petite somme, mais je ne peux rien promettre. Une plus petite somme, une demi-mesure, un délai. J'entendais dans sa voix que la conversation était déjà terminée. Je comprends, dis-je, le ton plat. Merci d'avoir écouté. Bien sûr, maman, répondit-elle rapidement, un peu trop pressée de clore l'appel. On trouvera une solution. Ne t'inquiète pas. Mais elle n'allait rien trouver. Pas pour moi. J'ai terminé l'appel, posé le téléphone et fixé le carnet en cuir. J'ai écrit son nom, tracé une ligne et noté les mots. Sympathie, excuse, pas d'engagement. Le goût dans ma bouche était amer. Pendant un long moment, je suis restée assise sans bouger, mon café devenu froid. Une partie de moi voulait arrêter l'expérience-là, pour préserver les quelques illusions qui me restaient. Mais les illusions sont une sorte de poison. Une fois que vous avez goûté à l'antidote, vous ne pouvez plus revenir en arrière. À midi, j'avais répété, légèrement modifié l'histoire, la rendant plus percutante. Cette fois, j'ai appelé Robert. Mon frère a répondu à la deuxième sonnerie, sa voix pleine de bravade. Hélène, ça fait un bail, ma sœur. Comment va la vie tranquille? Pas si tranquille, ai-je répondu. J'ai des ennuis. Des ennuis. Il a ri. On n'en a pas tous. Je n'ai pas retourné le rire. La vérité, c'est que j'ai fait de mauvais investissements. J'ai perdu une bonne partie de mon argent. La banque tourne autour de la maison. J'ai besoin de 7 000 € pour tenir le coup jusqu'à ce que je puisse régler ça. Il n'a pas manqué un battement. 7.
Bon sang, je n'ai même pas 700 qui traînent. Les temps sont durs, tu sais. Le marché est difficile. Les clients sont en retard dans leur paiement. Tu devrais peut-être, vendre ce vieux camion ou refinancer. Tu as toujours été doué pour te débrouiller. Robert, dis-je calmement. Je t'ai aidé avec bien plus que ça quand tu en avais besoin. Quand tu as investi dans ce restaurant qui a fait faillite. Quand tu m'as supplié de te donner de l'argent après ton divorce. J'ai répondu présente à chaque fois. La ligne est restée silencieuse un moment. Puis il a soupiré. Ouais, eh bien, c'était différent. La famille aide la famille, non? Tu t'en sortiras. Tu t'en sors toujours. La famille aide la famille, répétai-je doucement, savourant l'ironie. Il a changé de sujet, puis m'a demandé si j'avais vu le match du PSG, comme si nous n'avions pas piétiné des décennies de déséquilibre. J'ai terminé l'appel peu après, écrit son nom dans le carnet et noté. Pas d'argent, déviation, platitude vide. En fin d'après-midi, la maison semblait plus lourde, comme si les murs eux-mêmes absorbaient le poids des réponses que je collectais. Je suis sorti pour m'éclaircir les idées, faisant craquer les feuilles sous mes bottes. Mais chaque son semblait faire écho à leur refus. J'ai pensé à Étienne, me demandant ce qu'il dirait s'il était là. Il me dirait probablement de ne pas me torturer, de ne pas mesurer l'amour en euros. Mais même lui admettrait que ce n'était jamais une question d'euros. Il s'agissait de savoir si l'amour existait tout court. Alors que le crépuscule s'installait, j'ai allumé une autre bougie et suis retourné au carnet. 2 noms, 2 échecs. Émilie avec ses excuses. Robert avec ses déviations. Je me suis versé un cognac, les glaçons cliquetant sèchement, et je me suis préparé pour le prochain appel. Le nom de Marc me fixait comme un défi. Quand j'ai finalement composé son numéro, il faisait déjà nuit dehors. La seule lumière dans la maison était la flamme vacillante et la lueur de l'écran du téléphone. Marc a répondu à la 4e sonnerie, sa voix impatiente. « Maman, tout va bien? Je suis au milieu de quelque chose. » J'ai inspiré calmement. « Pas vraiment. Je n'appellerai pas si ce n'était pas sérieux. J'ai fait des investissements et ils se sont effondrés. Je suis à court pour l'hypothèque. J'ai besoin de 7 000 € pour retenir la banque. » Il y a eu une pause, puis un rire sec, sans humour. « Maman, tu aurais dû te méfier. À ton âge, jouer avec des investissements. Allons, je ne peux pas te donner 7 000 comme ça. J'ai des salaires à payer, un nouveau bail de bureau et un lancement de produit. Tu aurais dû planifier. » Les mots ont atterri comme des pierres. J'ai gardé ma voix égale. « Marc, j'ai planifié toute ma vie. Je t'ai donné de l'argent pour ton entreprise quand personne d'autre n'y croyait. J'ai fait des sacrifices pour toi. C'est la première fois que je te demande quelque chose. Son ton s'est durci. Et j'apprécie ça, mais je ne peux pas. Tu te débrouilleras. Tu te débrouilles toujours. » L'écho de l'excuse de Robert. J'ai fermé les yeux, ravalant la bile qui me montait à la gorge. « Je vois, » dis-je simplement. « Écoute, maman. Je t'appellerai plus tard. Je dois filer. » Il a raccroché avant que je puisse répondre. J'ai fixé la ligne morte du téléphone, le poids du silence m'oppressant à nouveau. Lentement, j'ai écrit son nom dans le carnet. Dédaigneux, leçon de morale, refus. Le verre de cognac semblait lourd dans ma main. 3 appels, 3 réponses, 3 preuves de ce que j'avais longtemps suspecté mais jamais voulu affronter. La flamme de la bougie s'est courbée comme sous le poids de mon chagrin. Je me suis penché en arrière dans ma chaise et j'ai chuchoté à la pièce vide. Alors c'est ça, la famille. L'horloge approchait de minuit, et dehors, le monde continuait comme si rien n'avait changé. Mais dans ma maison, tout avait changé. L'expérience avait commencé, et déjà elle révélait plus que ce que j'étais prête à supporter. Et pourtant, je savais au plus profond de moi que je ne pouvais pas m'arrêter maintenant. Demain, il y aurait d'autres noms à appeler, et quand j'atteindrais la fin de la liste, je saurais exactement qui ils étaient, et qui j'étais sans eux. La lumière du matin s'est glissée à travers les stores, un gris pâle qui rendait la cuisine plus froide qu'elle ne l'était. Le carnet était toujours sur la table où je l'avais laissé la veille, les pages déjà marquées par les notes des 3 premiers appels. Émilie, sympathie enrobée d'excuses. Robert, déviation et platitude vide. Marc, leçon de morale et refus. Chaque nom gravait une ligne plus profonde dans la vérité que j'avais eu peur d'affronter. J'ai passé la main sur la couverture en cuir, espérant presque que les mots s'effaceraient, qu'ils pourraient se fondre en quelque chose de plus doux. Mais l'encre ne ment pas.
Je me suis versé une tasse de café, bien que cela n'ait guère réussi à me calmer. Ma poitrine était lourde du poids des conversations qui se rejouaient dans ma tête. Pendant des années, je m'étais laissé croire que peut-être, juste peut-être, si jamais j'avais besoin d'eux, ils viendraient. Maintenant, l'illusion se brisait, et je n'étais pas sûre de pouvoir en recoller les morceaux. Pourtant, j'avais commencé ce test, et il y avait d'autres noms à appeler. Le suivant était Chantal, ma belle-sœur, la femme de Robert. S'il y avait une personne qui avait perfectionné l'art du jugement, c'était bien elle. Lors des réunions de famille, elle ne manquait jamais une occasion de me rappeler que je vivais dans une maison si pittoresque, son sourire mince, ses mots enrobés de sucre et de fiel. Elle avait un jour dit à Étienne, à portée de voix, « Hélène est fiable. Peut-être trop fiable. Les gens comme ça ne réussissent jamais vraiment, n'est-ce pas ?» J'avais laissé passer à l'époque, mais le souvenir était resté. Maintenant, c'était son tour. J'ai fait défiler jusqu'à son nom, appuyé sur le bouton d'appel et écouté. Elle a répondu à la deuxième sonnerie, sa voix sèche et efficace. « Hélène, à quoi dois-je ce plaisir ?» J'ai forcé un soupir las. « Chantal, je n'appellerai pas si ce n'était pas sérieux. J'ai des ennuis. » Oh. Il y avait de la curiosité dans son ton, mais aucune chaleur. J'ai fait de mauvais investissements, ai-je continué. La banque me menace. J'ai besoin de 7 000 € pour les retenir. Il y a eu une pause, et je pouvais presque imaginer ses lèvres se pincer, ses yeux se rétrécir. Puis vint le rire, court, sec, incrédule. « Hélène. Hélène, je me suis toujours demandé quand tu finirais par flancher. Tu as été si moralisatrice toutes ces années, à aider tout le monde, à agir comme si tu avais tout compris. Et maintenant, tu t'attends à ce qu'on te tire d'affaire ?» Ces mots coupaient, même si je ne m'attendais à rien de moins. Je demande de l'aide, Chantal. La famille aide la famille. Du moins, c'est ce que je pensais. Elle a ricané. La famille aide la famille quand ça a du sens. Robert et moi avons nos propres engagements. Tu devrais peut-être vendre ta petite maison. Réduire ton train de vie. Vivre selon tes moyens, comme nous tous. J'ai gardé un ton égal, bien que mes mains tremblent. Tu veux dire comme quand j'ai aidé Robert après la faillite du restaurant, ou quand je vous ai donné de l'argent à tous les deux après les réparations de l'ouragan. Silence. Puis sa voix est devenue vive. C'était différent. C'était pour quelque chose dont nous avons tous profité. Ça, ce n'est que ton propre gâchis. J'ai fermé les yeux, laissant ces mots s'installer. Je vois, dis-je finalement. Merci pour ton honnêteté. Elle a raccroché sans un mot de plus. J'ai fixé le téléphone dans ma main, le silence bourdonnant à mes oreilles. Lentement, j'ai écrit son nom dans le carnet. Mépris, jugement, aucune aide. L'amertume s'est installée dans ma poitrine comme une pierre. 4 appels, 4 échecs. J'ai pris une longue gorgée de cognac, bien que le soleil se soit à peine levé. Le goût brûlait, mais pas assez pour émousser la douleur. À midi, j'arpentais le salon, le carnet ouvert sur la table basse. Mes yeux se sont portés sur le dernier nom que j'avais écrit la veille, presque comme une pensée après coup, Marthe. Chère Marthe, qui m'avait donné 200 € quand personne d'autre ne voulait le faire. C'était la dernière personne que je m'attendais à tester. Elle avait si peu. Mais l'équité exigeait que je l'appelle aussi. Pourtant, j'hésitais. Si elle me décevait, je n'étais pas sûre de pouvoir le supporter. Et si elle aidait, ce serait à un coût qu'elle ne pouvait pas se permettre. Mon pouce a survolé son numéro pendant ce qui m'a semblé des heures. Finalement, j'ai posé le téléphone et suis sortie. L'air vif de l'automne a traversé mes pensées, m'ancrant. J'ai marché sans but dans le quartier, passant devant des enfants qui jouaient, devant un couple qui se disputait tranquillement sur un porche. Le monde continuait, ignorant la guerre silencieuse que je menais en moi-même. Quand je suis rentrée, le soleil était bas, peignant le ciel de nuances d'orange et de rose. Le carnet était toujours sur la table, en attente. Je ne pouvais pas l'éviter éternellement. J'ai pris le téléphone, composé le numéro et attendu. Sa voix a répondu, chaude, familière. « Hélène, ça fait trop longtemps. Comment vas-tu ?» J'ai dégluti difficilement. « Pas très bien, Marthe. Je n'appellerai pas si ce n'était pas important. » Son ton a changé instantanément, l'inquiétude se lisant dans chaque mot. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» J'ai laissé le silence s'étirer avant de répondre. J'ai perdu de l'argent. Des investissements qui ont mal tourné. La banque veut saisir la maison.
J'ai besoin de 7 000 € pour la garder. Il n'y a eu aucune hésitation. Aucune. Oh, Hélène, a-t-elle soufflé. C'est terrible. Bien sûr que je vais t'aider. Je n'ai pas 7 000, mais je peux en trouver 3. C'est presque toutes mes économies, mais tu en as plus besoin. Ces mots m'ont frappé plus durement que tous les refus réunis. J'ai serré le téléphone plus fort, ma gorge se nouant. Marthe, je ne peux pas. Pas de discussion, a-t-elle interrompu doucement. La famille aide la famille. Et tu as toujours été là pour moi. C'est mon tour. Des larmes me piquaient les yeux, inattendues et importunes. J'ai tourné le visage, bien que personne ne puisse me voir. Merci, ai-je murmuré, ma voix se brisant. Ne me remercie pas, a-t-elle répondu fermement. Promets-moi juste que tu iras bien. Promets-moi que ça ne te brisera pas. Je le promets, dis-je, bien que mon cœur sache qu'il était déjà brisé. Nous avons parlé un peu plus longtemps de petites choses, de sa santé, de son jardin, des livres qu'elle lisait. Quand nous avons raccroché, le silence dans la maison semblait différent. Pas lourd, mais vivant, faisant écho à sa gentillesse. J'ai ouvert le carnet, écrit son nom, et pour la première fois cette semaine-là, je n'ai pas écrit « échec ». À la place, j'ai écrit « a donné presque tout ce qu'elle avait ». Aucune hésitation. Vrai. Je me suis assise en arrière, fixant les mots jusqu'à ce qu'ils se brouillent. La bougie vacillait à côté de moi, projetant de longues ombres dans la pièce. Pendant des jours, j'avais épluché les couches de ma famille, exposant la pourriture là où j'avais espéré de la force. Et maintenant, voici la seule personne avec le moins à donner, m'offrant plus que quiconque. Ce n'était pas l'argent qui m'émouvait. C'était l'instinct, l'immédiateté de son amour. Pas de calcul, pas d'excuses, juste donner parce que c'est ce que l'on fait quand on aime quelqu'un. C'était à la fois un baume et une blessure. Un baume parce que cela prouvait que l'amour pouvait exister. Une blessure parce que cela montrait à quel point les autres avaient profondément échoué. J'ai fermé le carnet, posé ma main sur sa couverture et me suis assise dans la pénombre. Demain, il y aurait d'autres appels, d'autres vérités à découvrir. Mais ce soir, je me suis laissé aller à la seule vérité qui comptait, que parfois, l'âme la plus riche est celle qui a le moins dans ses poches. L'horloge tournait, le verre de cognac était vide, la bougie se consumait. Dehors, le monde s'endormait. À l'intérieur, j'ai murmuré dans le silence. Je te vois, Marthe, et je n'oublierai pas. Le matin après mon appel avec Marthe, je me suis réveillée avec les yeux gonflés. Je n'avais pas pleuré depuis des années, même pas à l'enterrement d'Étienne, du moins pas là où quelqu'un pouvait me voir. Mais la nuit dernière avait brisé quelque chose en moi. La façon dont Marthe avait offert le peu qu'elle avait, sans hésitation, sans jugement. Cela m'avait à la fois réconfortée et blessée d'une manière que je ne pouvais pas entièrement nommer. J'avais écrit ces mots dans le carnet, vrai, et les avais fixés jusqu'à ce que l'encre se brouille. C'était la seule entrée qui ne brûlait pas. Je me suis assise à table maintenant, le carnet fermé mais lourd devant moi. 4 refus, un acte de gentillesse qui m'a entaillé plus profondément que toute la cruauté combinée. J'aurais dû me sentir justifiée. Au lieu de ça, je me sentais vide, comme si chaque conversation m'avait enlevé une autre partie de moi. Pour la première fois, je me suis demandé si j'avais fait une erreur. Pas avec le test lui-même, mais avec ma capacité à l'endurer. Le téléphone a sonné en milieu de matinée. Je n'ai pas reconnu le numéro au début, mais quand j'ai répondu, la voix familière m'a rassurée. « Hélène, c'est Walter. Je pensais à ce que tu m'as dit. Tu es libre aujourd'hui ?» J'ai hésité, regardant le verre de cognac encore sur la table de la veille. « Je suis libre. »« Bien, » dit-il. « Retrouve-moi au café dans 1 heure. Apporte ce carnet. » Le trajet fut court, mais mes mains serraient le volant plus fort qu'elles n'auraient dû. Quand je suis entré dans le café des anciens combattants, Walter attendait déjà à une table dans le coin, 2 tasses de café fumant entre nous. Il m'a examiné, ses yeux perçants notant les rides plus profondes gravées sur mon visage. « Tu as appelé, » dit-il, non pas comme une question. Je me suis assise en face de lui et j'ai posé le carnet sur la table. Il l'a tapoté d'un doigt, puis l'a rapproché. « Raconte. » Alors j'ai raconté. Chaque appel, chaque excuse, chaque silence qui faisait plus mal que les mots eux-mêmes. Et finalement, la voix de Marthe offrant le peu qu'elle avait. Walter s'est penché en arrière, secouant lentement la tête. J'aimerais pouvoir dire que je suis surpris, mais je ne le suis pas. Les gens montrent leur vrai visage quand donner leur coûte quelque chose.
C'est pourquoi la plupart ne s'en donnent pas la peine. J'ai l'impression de me déchirer, ai-je admis. Chaque fois que je compose un numéro, j'espère avoir tort. Et chaque fois, je ne le suis pas. Walter m'a étudié. Alors arrête d'espérer. C'est ça qui te tue. Pas la vérité, l'espoir. Je l'ai regardé, les mots frappant plus fort que je ne l'attendais. Il n'était pas cruel, juste direct. C'était toujours sa manière. J'ai besoin de quelque chose, dis-je doucement. Quelque chose qui me maintienne ancré. Une preuve. Parce que je sais ce qui va se passer. Plus tard, quand la culpabilité reviendra, quand ils me regarderont dans les yeux avec leurs mots doux et leurs promesses, je commencerai à me demander si j'ai tout imaginé. Je commencerai à me remettre en question. Walter a hoché la tête. Alors enregistre-les. Note-le. Date-le. Garde tout. Pas pour un tribunal, pour ta fichue santé mentale. On t'a manipulé toute ta vie. Ne les laisse pas recommencer. Je l'ai fixé, le poids de ces mots manquant. Tu penses que ça aidera? Je sais que ça aidera, dit-il fermement. Parce que c'est une chose de se souvenir de la piqûre. C'en est une autre d'entendre leur voix plus tard, exactement comme elles étaient. C'est la vérité que tu ne peux pas contester. Il m'a tendu un petit appareil que je n'avais pas remarqué qu'il avait apporté. Enregistreur numérique. Utilise-le pour les prochains appels. Ne leur dis pas. Laisse-le tourner. Et chaque fois que tu as fini, sauvegarde une copie. Fais une sauvegarde. Tu me remercieras. Je l'ai retourné dans ma main. C'était simple, assez petit pour tenir dans ma poche, mais il semblait plus lourd que de l'or. Walter. Commençais-je, mais il m'a coupé. Tu n'as pas à me remercier. J'ai vu ça trop de fois. Des familles qui saignent une femme à blanc puis la traitent d'égoïste quand elle dit enfin non. Tu n'es pas la première. Tu ne seras pas la dernière. Nous sommes restés assis en silence un moment, sirotant un café qui était déjà devenu tiède. Finalement, il a dit, il y a une autre chose. Tu dois arrêter de t'excuser. Tu as passé ta vie à ménager leurs sentiments. N'adoucis plus les choses. Demande directement. Vois à quelle vitesse le masque tombe. Les mots se sont logés profondément en moi. J'ai réalisé alors que pour chaque appel jusqu'à présent, j'avais adouci le coup, essayé de leur donner une porte de sortie facile. Peut-être qu'une partie de moi voulait encore les protéger d'eux-mêmes. Peut-être qu'une partie de moi voulait encore me protéger de la piqûre. Mais Walter avait raison. Si je voulais voir la vérité, je devais arrêter de la tapoter avec de l'espoir. Ce soir-là, je me suis de nouveau assise à la table de la cuisine, l'enregistreur à côté de mon téléphone, la bougie vacillant faiblement. J'ai appuyé sur le bouton, regardé la lumière rouge clignoter et composé le numéro suivant. Mon cousin Harold. Il n'était pas sur la liste originale, mais après les derniers jours, je voulais élargir le cercle. Il m'avait emprunté de l'argent une fois, il y a des années, pour couvrir des dettes de jeu. Il avait promis de me rembourser. Il ne l'a jamais fait. Le téléphone a sonné, puis sa voix, joyeuse. Hélène, ça fait longtemps. Quoi de neuf? J'ai laissé la lassitude s'échapper de ma voix. J'ai des ennuis, Harold. Des investissements ont mal tourné. La banque menace de saisir. J'ai besoin de 7 000 € pour garder la maison. Son rire était trop fort, forcé. Oh là là, c'est dur. 7, hein? C'est une somme. J'adorerais aider, vraiment, mais tu sais ce que c'est. Les choses sont serrées. Je vais te dire quoi, je vais te mettre sur ma liste de prières. L'hypocrisie m'a fait grincer des dents. Une liste de prières, répétai-je platement. Ouais, dit-il rapidement. Ça m'aide toujours. Pas autant que l'argent liquide, ai-je répondu. Silence, puis le bruit de sa gorge qui s'éclaircit. Eh bien, bonne chance, ma cousine. Je suis sûre que tu trouveras une solution. Il a raccroché avant que je puisse dire un autre mot. J'ai regardé l'enregistreur, sa lumière rouge clignotant toujours, capturant chaque syllabe. Une preuve. J'ai pris le carnet et j'ai écrit « Harold, rire creux, prière. » Aucune aide. Plus tard, alors que je me versais un autre cognac, les mots de Walter me sont revenus. Arrête de t'excuser. Arrête d'adoucir. Alors, quand j'ai appelé la personne suivante, ma nièce Kelly, je n'ai pas pris la peine de faire de préambule. Kelly, dis-je, ma voix ferme. J'ai besoin de 7 000 € pour empêcher la banque de prendre la maison. Il y a eu une pause stupéfaite,
puis une avalanche d'excuses sur les prêts étudiants, le loyer et un paiement de voiture. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas apaisé. J'ai juste laissé le silence s'installer jusqu'à ce qu'elle vacille, puis j'ai dit doucement, « Merci d'être honnête. » Et j'ai raccroché. Ça semblait plus net comme ça. Plus besoin de leur donner de l'espace pour décorer leur refus de pitié. Plus besoin d'amortir la vérité. Juste l'essentiel. Quand la bougie s'est consumée cette nuit-là, j'avais rempli plus de pages dans le carnet. Chaque nom un rappel, chaque mot une encre. Mais au lieu de me sentir écrasée, j'ai senti une étrange sorte de force se construire. Peut-être que c'était l'enregistreur dans ma poche ou la voix de Walter qui résonnait encore dans ma tête. Peut-être que c'était simplement la clarté qui vient quand le brouillard de l'espoir commence enfin à se lever. Pourtant, je ne pouvais pas me défaire de l'image de Marthe, sa voix ferme, offrant ce qu'elle ne pouvait pas se permettre de perdre. Cette image brûlait plus vivement que tous les refus, et elle me rappelait que l'amour existait, même si ce n'était que dans un coin de cette famille fracturée. J'ai soufflé la bougie, la fumée s'enroulant dans l'air, et j'ai murmuré dans le noir. Un jour, ils verront. Pas à travers mes mots, à travers les leurs. La lumière rouge de l'enregistreur s'est éteinte, et la pièce est retombée dans le silence. Il y a une sorte de silence particulier qui vous suit lorsque vous vous êtes dépouillé de vos illusions. Ce n'est pas la paix, pas encore. C'est plutôt comme se tenir dans le creux d'une église après le départ de la congrégation, l'air encore lourd d'écho, mais rien de vivant pour le remplir. C'est ainsi que je sentais la maison après ces enregistrements. Chaque mur semblait murmurer. Ils t'ont montré qui ils sont. Ne fais pas comme si tu n'avais pas entendu. Pendant des jours, j'ai réécouté les enregistrements. Le rire creux d'Harold, les excuses confuses de Kelly, même la façon dont la voix de Marthe s'est brisée quand elle a promis une aide qu'elle n'avait pas. L'enregistreur était devenu mon miroir. Je ne me reconnaissais pas dans la femme qui avait l'habitude de lisser la culpabilité de tout le monde, qui hochait la tête, souriait et pardonnait. J'étais plus dure maintenant, plus silencieuse, mais plus affûtée. Et avec cette acuité est venue une pensée. Les tester avec des demandes était une chose, mais que se passerait-il si je les testais avec l'effondrement? Si je les laissais croire que je sombrais rapidement? Non plus seulement en besoin d'aide, mais sur le point de tout perdre. Maison, dignité, peut-être même la vie elle-même. Se pencherait-il pour me soutenir, ou reculerait-il, soulagé de me voir tomber? La pensée a mûri jusqu'à devenir un plan. Ça a commencé avec mon fils, Marc. Il n'avait pas appelé depuis mon histoire de mauvais investissement, et je savais que son silence n'était pas de l'inquiétude. C'était du calcul. Si j'étais fauchée, à quoi servais-je? Mais j'ai décidé de le rapprocher, juste assez pour voir ce qu'il ferait quand le sol semblerait céder sous mes pieds. J'ai composé son numéro tard un soir, l'enregistreur en marche, ma main ferme cette fois. Il a répondu avec des mots secs, comme si je l'avais interrompu dans quelque chose de plus important. « Maman. »« Marc, » dis-je doucement. J'ai laissé ma voix trembler juste assez. Je ne sais pas combien de temps je peux tenir. La banque a rappelé. Ils ont dit que les papiers de saisie pourraient arriver la semaine prochaine. Il n'a pas répondu tout de suite. Je l'imaginais jeter un coup d'œil à sa femme, Sophie, chuchotant derrière une main en coupe. Finalement, il a dit, « C'est dur. Qu'est-ce que tu vas faire ?» J'ai laissé le silence peser lourdement, puis j'ai expiré comme une femme vaincue. Je ne sais pas. Peut-être que je vais juste les laisser la prendre. C'est peut-être plus simple comme ça. Il a changé de ton alors, presque trop rapidement. Eh bien, si tu perds la maison, tu peux toujours aller en maison de retraite. La mère de Sophie a trouvé un bon endroit pour sa tante l'année dernière. Ils ont des plans de paiement. Ma prise s'est resserrée sur le récepteur. Une maison de retraite. Pour lui, j'étais déjà à moitié partie, un fardeau à reléguer dans un coin. Je vois, murmurai-je. Ce serait peut-être mieux, a-t-il continué, sa voix un peu plus enjouée maintenant, comme s'il avait résolu quelque chose. Tu serais entouré de gens de ton âge, repas structurés, personnel médical sur place, plus sûr. J'imaginais Sophie se tenant là, hochant la tête, peut-être même souriant. Mon fils, prêt à me ranger comme un vieux meuble dès que cela deviendrait pratique. Merci, Marc, dis-je doucement, l'enregistreur clignotant de son œil rouge. Tu m'as donné beaucoup à réfléchir. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Je n'ai pas versé de cognac cette nuit-là. Je voulais que la piqûre reste vive. Je voulais me souvenir de chaque mot sans l'estomper. Le lendemain, j'ai essayé ma fille, Émilie.
Elle a décroché à la 3e sonnerie. Sa voix était pressée, comme si le monde exigeait toujours plus d'elle. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Il est tard. J'ai forcé un soupir rauque. Je ne pense pas que je puisse couvrir l'hypothèque ce mois-ci. Je pourrais me retrouver à la rue. Sa pose n'était pas de l'inquiétude. C'était de l'hésitation. Le son de quelqu'un pesant le risque contre la récompense. Finalement, elle a dit, si ça arrive, maman, tu peux toujours vendre la maison et emménager avec quelqu'un. Peut-être que l'oncle Robert a de la place. Ou, tu sais, ces villages de retraités ne sont pas si mal. Tu me prendrais chez toi? Ai-je demandé doucement, laissant la question tomber comme une pierre dans l'eau calme. Le silence s'est étiré si longtemps que j'ai cru que la ligne avait été coupée. Puis sa voix est venue, mince, répétée. Maman, tu sais que c'est compliqué. Les enfants, l'espace. Tu ne serais pas à l'aise. Bien sûr, dis-je, ravalant l'acide qui me montait à la gorge. Je ne voudrais pas être un fardeau. Ce n'est pas ce que je voulais dire, s'est-elle empressée de dire. C'est juste que... Mais je l'ai coupé. Merci, Émilie. Je vais trouver une solution. J'ai terminé l'appel, la lumière rouge clignotant comme un battement de cœur sur la table. Cette nuit-là, j'ai écrit dans le carnet, Marc a offert une maison de retraite. Soulagement empressé dans son ton. Émilie n'a même pas pu dire le mot oui. Son silence a parlé plus fort que n'importe quel refus. Je fixai les mots jusqu'à ce que ma main se crispe. Chaque entrée était une pierre tombale marquant l'enterrement d'une autre illusion. Mais voici la tournure que je n'avais pas prévue. Après ces appels, je ne me sentais pas plus faible. Je me sentais plus forte, parce que chaque fois qu'ils se révélaient, le masque que j'avais construit pour eux se fissurait davantage. Et plus je les voyais clairement, moins ils avaient de pouvoir sur moi. Walter a appelé le lendemain. Il n'a même pas attendu que je parle. Ils t'ont encore déçu, n'est-ce pas? Oui, ai-je admis. Bien. Bien. Ai-je aboyé? Oui, dit-il fermement. Parce que plus ils échouent, plus tu es libéré du mensonge. Tu penses que tu perds une famille, mais ce que tu perds, c'est la laisse qu'ils ont eue à ton cou pendant des décennies. Je suis resté avec ces mots, les laissant brûler. Il avait raison. Chaque refus n'était pas seulement une trahison. C'était une libération. J'ai décidé de pousser l'expérience plus loin. S'ils pensaient que j'étais vraiment en train de m'effondrer, est-ce que quelqu'un essaierait d'en profiter? La réponse est venue plus vite que je ne l'attendais. Une semaine plus tard, mon frère Robert s'est présenté à ma porte sans prévenir. Il n'était pas venu depuis des mois, pas depuis la rumeur de mes pertes d'investissement que je lui avais servi. « Hélène, dit-il, trop enjoué, j'ai entendu dire que les choses sont difficiles. » Je l'ai laissé entrer, l'enregistreur niché dans ma poche. Il a balayé la pièce du regard comme un vautour, ses yeux s'attardant sur la bouteille de cognac, les factures impayées que j'avais délibérément laissées traîner sur le comptoir. « Tu sais, commença-t-il, s'installant dans un fauteuil, je pourrais te débarrasser de cette maison avant que la banque ne le fasse. Te donner un peu d'argent pour tenir le coup. Pas grand-chose, bien sûr, vu les circonstances, mais mieux que rien, non? » Je le fixai, la mâchoire serrée. Il voulait me racheter pour des miettes. Fondre sur ce qu'il pensait être une carcasse. « Robert, dis-je lentement, qu'est-ce que tu ferais de la maison? » Oh, tu sais, il a agité une main. La revendre. Peut-être la louer. Le neveu de Sophie a besoin d'un logement. Ce pourrait être parfait. Tout le monde y gagne. Tout le monde sauf moi. Je me suis penché en arrière, laissant le silence s'étirer jusqu'à ce qu'il se tortille mal à l'aise. Je vais y réfléchir, dis-je finalement. En partant, j'ai surpris son reflet dans la fenêtre, un sourire satisfait, le genre d'un homme qui croit qu'il vient de déjouer sa sœur. Quand la porte s'est refermée, j'ai murmuré à l'enregistreur dans ma poche. « Robert, vautour, prêt à me vider vivante. » Cette nuit-là, la bougie a brûlé plus bas que d'habitude, les ombres plus longues. J'ai pensé à l'empressement de Marc à me mettre de côté, au silence lâche d'Émilie et à la cupidité de Robert. Et au lieu du désespoir, j'ai senti quelque chose d'autre monter en moi. Pas de la colère, pas encore. Quelque chose de plus froid, de plus stable. De la résolution. Parce que maintenant, je comprenais. Ce n'était plus seulement un test. C'était une préparation. Il pensait qu'il tournait autour d'une femme brisée. Il n'avait aucune idée que je prenais des notes, que je sauvegardais chaque mot, chaque sourire narquois, chaque silence. Un jour prochain,
je mettrais tout cela devant eux comme un miroir dont ils ne pourraient pas se détourner. Et quand ce jour viendrait, ils verraient enfin ce que je voyais. Pas une famille, pas de l'amour, mais un château de cartes s'effondrant sous son propre poids. J'ai soufflé la bougie, la fumée s'enroulant dans l'air, et j'ai dit à voix haute à la pièce vide. Vous avez rendu votre verdict. Je ne suis que le témoin. La lumière rouge de l'enregistreur s'est éteinte, scellant la confession de la nuit dans sa mémoire. Le matin après la visite de Robert, je me suis réveillée dans un silence différent. Pas le genre de silence vide, mais un silence déterminé. Un silence qui ressemblait à la pause avant qu'un artisan ne donne son premier coup de ciseau. Quelque chose en moi s'était apaisé. Plus besoin d'attendre qu'il me prouve le contraire. Il l'avait déjà fait. Maintenant, c'était à mon tour de me préparer. Je me suis assise à la table de la cuisine avec mon carnet et un stylo noir. Les mots de la veille me fixaient. Marc, maison de retraite. Émilie, silence. Robert, vautour. En dessous, j'ai écrit un nouveau mot en très épais, plan. Pour la première fois depuis des semaines, mes mains ne tremblaient pas. Je savais que la vengeance n'était pas le mot juste pour ce que je voulais. La vengeance est chaude, imprudente. Il fallait que ce soit quelque chose de plus froid, de plus net. La justice. Un miroir si clair qu'ils ne pourraient pas détourner le regard. Et la beauté de la chose, c'est qu'ils allaient tout mettre en mouvement eux-mêmes. La première étape était juridique. J'ai appelé Walter l'après-midi suivant. Il a répondu avec la même constance rauque qu'il avait toujours eue. « Walter, j'ai besoin d'un avocat, dis-je simplement. » Il a gloussé. « Tu en as déjà un. »« Non, pas pour moi. Pour eux. » Il est resté silencieux un instant, puis a dit « Explique. » J'ai baissé la voix. « S'ils me croient fauché, ils vont se rapprocher. Robert a déjà essayé d'acheter la maison pour une bouchée de pain. J'ai besoin que tout soit enregistré, documenté et irréfutable. Et quand le moment viendra, je veux que ce soit noir sur blanc. Chaque mensonge, chaque trahison, chaque complot. Pas ma parole contre la leur. Des signatures sur papier, des enregistrements. » Walter a sifflé bas. « Tu montes un dossier. »« Je construis un miroir, » ai-je corrigé. Il n'a pas argumenté. Au lieu de ça, il m'a donné le nom d'un confrère, un homme discret, qui s'occupait de succession et de conflits familiaux. J'ai appelé ce soir-là et pris rendez-vous sous le prétexte de restructurer mon testament. L'avocat n'avait pas besoin de connaître toute la vérité. Tout ce qu'il avait à faire, c'était de m'aider à préparer le terrain. La semaine suivante, je suis allée en centre-ville, portant ma plus vieille veste et un dossier rempli de factures impayées. Des accessoires, bien sûr. Le bureau de l'avocat sentait le vieux papier et le vernis au citron. Il m'a serré la main avec un détachement poli, comme le font les professionnels quand ils ne s'attendent qu'à de la routine. « Je veux faire quelques changements, » lui ai-je dit, glissant le dossier sur le bureau. Les circonstances ont changé. Nous avons parlé pendant plus d'1 heure. J'ai posé des questions sur le fonctionnement des testaments, la division des successions et les droits que les enfants ou les frères et sœurs pouvaient revendiquer. Il a expliqué patiemment, sans jamais soupçonner que chaque détail était une autre brique dans le mur que je construisais. Quand je suis partie, je savais exactement comment structurer les choses pour que, lorsque la vérité ferait surface, ils ne puissent pas la déformer. Cette nuit-là, j'ai écrit dans mon carnet, miroir encadré, verre encore caché. Mais les papiers légaux n'étaient qu'une partie. L'étape suivante était financière. L'argent, après tout, était la scène sur laquelle il se révélait, et j'avais toujours 62 millions d'euros qui attendaient tranquillement dans des comptes dont ils ignoraient l'existence. J'ai pris rendez-vous à la banque, cette fois dans un tailleur que je n'avais pas porté depuis des années. Le jeune directeur m'a accueilli avec une chaleur professionnelle, mais j'ai vu l'étincelle dans ses yeux quand j'ai glissé les documents sur son bureau. Des comptes ouverts au nom de fiducie, non liés directement à moi, des clauses de confidentialité en béton. Êtes-vous sûr de vouloir ce niveau de séparation avec votre famille, Madame Martin ? A-t-il demandé. Certaine, dis-je sans hésitation. S'il m'arrive quelque chose, je veux que l'argent soit protégé, intouchable. Il a hoché la tête, cliquant sur son stylo. Alors vous aurez besoin de fiduciaires. En qui avez-vous confiance ? J'ai souri faiblement. Pas en ma famille. Quand je suis partie, chaque centime était verrouillé dans des véhicules qu'ils ne pourraient pas flairer, et encore moins toucher. En surface, j'étais fauchée, en train de me noyer. En réalité, j'étais plus en sécurité que je ne l'avais jamais été.
Le test de mes préparatifs est arrivé plus tôt que prévu. Émilie est venue un dimanche après-midi, sans prévenir. Elle se tenait sur mon seuil, tenant un plat à gratin comme une offrande de paix. « Maman, dit-elle en forçant un sourire. Je pensais que tu aimerais avoir de la compagnie. » Je l'ai laissée entrer, observant attentivement. Ses yeux se sont posés sur la pile de fausses factures que j'avais laissées bien en vue. Elle s'est assise à table, ses mains tripotant le torchon. « Émilie, dis-je doucement. Ça me fait plaisir de te voir. » Elle a hoché la tête, puis a lâché. « Maman, as-tu pensé à vendre la maison? C'est trop pour toi toute seule. Et si la banque te harcèle? » Sa voix s'est éteinte. J'ai incliné la tête. « Et si je vendais, où irais-je? » Elle a hésité, puis a offert un rire cassant. « Eh bien, Marc a mentionné une maison de retraite, où tu pourrais venir rester avec moi, je suppose. Juste pour un petit moment. » Ça semblait généreux en surface, mais j'ai entendu le piège. Juste pour un petit moment. Assez longtemps pour apaiser sa conscience, pas assez longtemps pour la déranger. J'ai souri gentiment. « C'est gentil de ta part, Émilie. Je vais y réfléchir. » Elle est partie peu après, le gratin intact. Dès que la porte s'est fermée, j'ai murmuré dans l'enregistreur. « Émilie, apparence d'aide. Réalité, confinement. » Quelques jours plus tard, Marc a rappelé. Son ton était brusque, professionnel. « Maman, Sophie et moi avons parlé. Nous pensons qu'il est préférable que tu réduises ton train de vie maintenant, avant que les choses ne s'enveniment. Si tu nous cèdes la maison, nous nous occuperons des paiements. Comme ça, tu n'auras pas à t'inquiéter. » J'ai serré le récepteur plus fort. « Te céder la maison? Oui, c'est pratique. Tu peux rester ici un peu, mais à terme, nous emménagerons. C'est gagnant-gagnant. Pour lui, peut-être. Pour moi, c'était l'exil de ma propre vie. » J'ai laissé ma voix trembler. J'aurai besoin de temps pour réfléchir. « Ne prends pas trop de temps, » a-t-il insisté. « La banque n'attendra pas. » J'ai raccroché, la poitrine serrée. Mais au lieu du désespoir, j'ai senti cette froide résolution s'approfondir. Chaque mot, chaque offre, ils creusaient leur propre tombe, et je tenais juste l'appel fermement. Ce soir-là, Walter est passé. Nous nous sommes assis sur le porche, l'air d'automne vif avec l'odeur des feuilles brûlées. « Il se rapproche, » dis-je doucement. « Bien, » a répondu Walter. Plus il se rapproche, plus il se révèle. Ne te presse pas. Laisse-les croire qu'ils gagnent. J'ai hoché la tête. Le plus dur, c'est de ne pas montrer mon jeu. Walter a siroté son café, puis m'a regardé avec une lueur dans les yeux. Quand le moment viendra, Hélène, tu ne leur montreras pas seulement ta main. Tu leur montreras tout le jeu de cartes. Puis est venue la tournure que je n'attendais pas. Un soir, alors que je nettoyais la cuisine, le téléphone a sonné. C'était encore Robert, sa voix mielleuse. « Hélène, ma sœur, j'ai réfléchi. Pourquoi laisser la banque tout prendre? Je pourrais aider. J'achète la maison demain, cash. Pas de délai administratif, pas de honte de saisie. Juste propre et facile. » Je savais exactement ce qu'il faisait, essayant de fondre sur sa proie avant que quiconque d'autre ne le puisse. Mais au lieu de la colère, j'ai ressenti un calme curieux. « Robert, dis-je lentement. Passe demain. Nous en parlerons. » Après avoir raccroché, j'ai fixé l'enregistreur sur le comptoir. Demain, le masque tomberait encore plus bas, et je serais prête. Parce que les fondations étaient posées, documents légaux, argent caché, preuves s'accumulant chaque jour. Il pensait qu'il tournait autour d'une femme mourante. En vérité, c'était moi qui tournais autour d'eux. J'ai fermé le carnet, soufflé la lampe et chuchoté à l'obscurité. « Vous vouliez un levier. Maintenant, vous l'aurez. Mais pas comme vous le pensez. » La lumière du matin tombait sur la table de la cuisine, attrapant le bord de ma tasse de café. J'avais peu dormi la nuit précédente, mon esprit arpentant, même si mon corps restait immobile. Robert venait aujourd'hui. L'homme qui avait partagé mon sang, mon enfance, et plus d'une fois ma confiance, seulement pour la vider. Je savais qu'il arriverait avec son plus beau sourire, porteur de promesses qui sentaient la pourriture. J'ai rapproché mon carnet et j'ai écrit une seule ligne. Aujourd'hui, il abat ses cartes. À midi, on a frappé, sec, impatient. J'ai ouvert la porte pour trouver Robert debout là, dans sa veste en cuir, une main déjà dans sa poche comme s'il était prêt à négocier. « Hélène, dit-il chaleureusement, trop chaleureusement.
Tu as l'air en forme. J'ai laissé mon regard s'attarder sur lui. Entre. Il est entré, jetant un coup d'œil aux factures empilées sur le comptoir, la faible odeur de café et de vieux bois nous enveloppant. Il ne s'est pas assis avant que je ne lui fasse signe. Il a commencé en posant une enveloppe pliée sur la table. Ne perdons pas de temps. Je sais que tu es dans le pétrin. Je suis là pour aider. Aider? Ai-je fait écho? Oui. Offre en espèces. La maison pour moi, la liberté pour toi. Pas de banque sur ton dos. Tu peux empocher quelque chose. Déménager dans plus petit, vivre facilement. Il a glissé l'enveloppe plus près. Je fais ça pour toi, Hélène. Je ne l'ai pas touché. Pour moi, ai-je répété doucement. Bien sûr, son sourire était crispé. Nous sommes frères et sœurs. Le silence s'est étiré. Puis j'ai demandé, qu'y a-t-il dans l'enveloppe? Une lettre d'offre, dit-il rapidement. Signée. Tout est légal. Tu verras, je suis généreux. Je l'ai ouverte lentement, mes yeux parcourant les chiffres. C'était risible. Une fraction de la valeur de la maison, même dans son état usé. Un marché de vautours. J'ai posé le papier à plat, le lissant avec ma paume. Robert, tu offres moins de la moitié de sa valeur. Il s'est penché en avant. La moitié de quelque chose vaut mieux que rien. Toi et moi savons que la banque la saisira pour encore moins. J'ai rencontré son regard, stable. Et si je refuse? Il a haussé les épaules, essayant d'être désinvolte. Alors tu te noies. Je t'offre une bouée de sauvetage. Mes lèvres se sont courbées en un très léger sourire. Une bouée de sauvetage, murmurai-je. À ce moment-là, je savais que je l'avais exactement où je voulais. Ce que Robert ne savait pas, c'est que le petit appareil sous la table enregistrait chaque mot. Sa bouée de sauvetage serait une autre pièce du puzzle, un autre éclat de preuve montrant qui il était vraiment quand le masque tombait. Mais je n'avais pas fini. Robert, dis-je tranquillement, me donnerais-tu un jour pour réfléchir, pour parler avec Marc et Émilie? Son expression a vacillé, puis s'est crispée. Hélène, n'entraîne pas tes enfants là-dedans. Ils ne feront que compliquer les choses. J'ai incliné la tête. Et pourquoi cela te dérangerait-il? Il a forcé un rire. Ça ne me dérange pas. Je ne veux juste pas que tu sois stressé. J'ai hoché la tête lentement. Un jour. Demain, nous reparlerons. Il s'est levé à contre-cœur, m'a tapé sur l'épaule comme si nous étions encore des enfants, et est parti. Je suis. Soir, ils se rassembleraient tous. Robert apporterait le contrat. Marc ferait valoir sa demande. Émilie essaierait de faire la paix. Et moi, je serais assise, écoutant, enregistrant, les laissant se montrer. À la fin, quand chaque masque serait tombé, je tirerais le rideau. Walter a sifflé bas. Froid, chirurgical. Il le faut, dis-je. Ce n'est pas de la vengeance. C'est la vérité. Mais au fond de moi, je savais que c'était les deux. Le lendemain soir, le soleil était bas, teintant les fenêtres d'or. J'ai placé l'enregistreur sous la table, caché mes prêts. Le contrat était à côté de moi, intact. À 18 heures précises, on a frappé. Robert est entré le premier, avec une démarche arrogante, les papiers sous le bras. « Bonsoir, Hélène », dit-il en me tapant dans le dos. « Faisons ça vite. » Quelques instants plus tard, Marc est arrivé, la mâchoire serrée, ses yeux se posant instantanément sur l'enveloppe dans la main de Robert. « Alors, c'est vrai, lança-t-il. Tu envisages ça? » Émilie est arrivée en dernier, silencieuse. Ses enfants laissés à la maison. Elle s'est glissée à l'intérieur comme quelqu'un entrant dans une église avant des funérailles. Nous nous sommes assis dans le salon, l'air épais. J'ai laissé le silence s'installer avant de parler. Ce soir, dis-je, nous réglons ça une bonne fois pour toutes. Robert s'est penché en avant, laissant tomber les papiers sur la table basse. Le voilà. Paiement cash. Pas de banque, pas d'attente. Tu signes, Hélène, et tu es libre. Marc a éclaté de rire. Libre. Il t'arnaque. Maman, ne sois pas idiote. Cède-moi l'acte de propriété. Gardons-la dans la famille. Je m'assurerai qu'on s'occupe de toi. S'occuper de toi? A ricané Robert. Tu la saigneras pire que je ne le ferai jamais. Mieux vaut moi que toi, a rétorqué Marc. Émilie a levé les mains, la voix tremblante. Arrêtez, tous les deux.
Il ne s'agit pas de nous. Il s'agit que maman soit en sécurité. Leurs voix se sont élevées, s'entrechoquant comme des couteaux dans un tiroir. Je suis restée immobile, les mains jointes, laissant la scène se dérouler. Finalement, Robert a frappé la table. Hélène, choisis. Maintenant. Je l'ai regardé, puis Marc, puis Émilie. Leurs visages racontaient l'histoire mieux que n'importe quel mot. L'avidité, le désespoir, la peur. La famille mise à nu. J'ai laissé le silence s'étirer jusqu'à ce que même l'air semble se pencher. Puis, doucement, j'ai dit, « Savez-vous ce qu'est cette maison ?» Ils ont cligné des yeux. Ce ne sont pas du bois et des clous. Ce n'est pas une superficie ou une valeur nette. C'est un miroir. Et ce soir, vous m'avez tous montré exactement qui vous êtes. Robert a froncé les sourcils. De quoi diable parles-tu? J'ai attrapé l'enregistreur sous la table et l'ai fait glisser en vue. La lumière rouge a clignoté une fois avant de s'éteindre. Marc s'est raidi. Les yeux d'Émilie se sont écarquillés. Robert a pâli. Chaque mot, dis-je froidement. Chaque menace, chaque marché, chaque supplique, enregistrée. La pièce s'est figée. Vous êtes venu ici ce soir en pensant que j'étais acculé, ai-je continué. Mais c'est vous qui étiez sur scène. Et la vérité que vous avez montrée, ça vaut plus que n'importe quelle maison. Robert s'est levé d'un bond. Tu ne peux pas. Je l'ai déjà fait. Ma voix l'a transpercé. Et demain, la banque l'entendra. L'avocat l'entendra. Et si je dois le faire, le monde l'entendra. Alors, assieds-toi. Il l'a fait, lentement. J'ai regardé Marc, son visage rouge de colère, et Émilie, ses yeux remplis de larmes. Il ne s'agissait jamais de me sauver, dis-je. Il s'agissait de ce que vous vouliez. Et maintenant, je sais. Le silence a empli la pièce, plus lourd que n'importe quelle dispute. Finalement, je me suis levé, j'ai pris le contrat, je l'ai plié une fois et l'ai glissé vers Robert. Prends ça avec toi, dis-je. Ça ne vaut plus rien maintenant. Il n'a pas bougé. Marc a marmonné. Maman, tu n'es pas obligée. Si, je le suis, ai-je interrompu. Parce que ce soir prouve quelque chose. L'argent ne change pas les gens, il les révèle. Je suis allé à la porte, je l'ai ouverte en grand. Maintenant, partez. Pendant un instant, personne n'a bougé. Puis, un par un, ils l'ont fait. Robert est sorti en trombe le premier, son arrogance disparut. Marc a suivi, la mâchoire serrée, marmonnant entre ses dents. Émilie est restée un instant, chuchotant, « Je suis désolée, maman », avant de se glisser dans la nuit. Quand la porte s'est refermée, je suis restée dans la maison silencieuse. La scène était enfin vide. Le rideau était tombé. Mais au fond de moi, je savais que la pièce n'était pas encore terminée. Il restait un dernier acte. La révélation que j'avais gardée, cachée de tous. La vérité sur le billet. Et quand ce rideau-là se lèverait, aucun d'entre eux ne l'oublierait jamais. La nuit après les avoir tous chassés de ma maison, je n'ai pas dormi. Le silence était épais, rompu seulement par le tic-tac de l'horloge sur la cheminée. Je me suis versé un verre d'eau, me suis assise dans le fauteuil et j'ai fixé l'obscurité. Je rejouais la scène encore et encore, leurs voix élevées, la cupidité qui suintait de chaque mot, le choc dans leurs yeux quand l'enregistreur a clignoté. Pendant des années, je m'étais dit que la famille, c'était tout. La nuit dernière, j'avais appris la vérité. La famille, une fois dépouillée de ses faux-semblants, pouvait être la plus affamée des meutes de loups. Mais il y avait encore une vérité que je n'avais pas mise à nu, une qu'ils n'avaient jamais vue venir. Le billet. Je n'en avais parlé à personne, même pas à Walter. La fortune dormait sur un compte, silencieuse, intacte. Il pensait que la maison était le prix, mais la maison n'était que l'appât. Je me suis penchée en arrière dans mon fauteuil, les coins de ma bouche se resserrant en quelque chose qui n'était pas tout à fait un sourire. Demain, pensais-je, demain, j'en finis. Le matin est venu lentement, des nuages gris s'étirant dans le ciel. Je me suis habillée avec soin, non pas avec ma chemise en flanelle usée habituelle, mais avec une chemise repassée, une veste et des chaussures cirées jusqu'à ce que je puisse presque y voir mon reflet. Je me suis regardée dans le miroir et j'ai à peine reconnu la femme qui me fixait. Pour une fois, je n'ai pas vu la mère fatiguée ou la sœur bousculée. J'ai vu quelqu'un qui avait encore le pouvoir de choisir. À midi, Walter a frappé à la porte. « On dirait que tu vas au tribunal, » dit-il, les yeux plissés. « D'une certaine manière, oui, ai-je répondu. Sauf que les verdicts sont déjà rendus. »
Il m'a suivi jusqu'à la voiture, silencieux. J'ai conduit jusqu'à la banque, l'enveloppe nichée dans ma poche intérieure. Pas le contrat que Robert avait brandi, pas les faux actes que Marc avait suppliés. Cette enveloppe était simple, scellée, portant la seule chose qui comptait. Une copie de ma réclamation, la preuve du compte du loto, la preuve que 62 millions d'euros étaient déjà sécurisés. Mon avocat l'avait rédigé discrètement des semaines auparavant, à ma demande. Quand je suis rentrée, une tempête approchait. L'air était lourd, chargé. J'ai pris le téléphone et composé. Émilie, dis-je. Amène Marc. Amène Robert si tu dois le faire. Ce soir, une dernière fois. Après ça, il n'y aura plus de réunion. Elle a hésité. Maman, tu es sûre? Oui, dis-je fermement. Ce soir. 20 heures. La pluie avait commencé quand ils sont arrivés. Les essuie-glaces crissaient dehors, les phares balayant l'allée. Ils sont entrés, trempés, mal à l'aise, leurs yeux se posant sur la table vide. Pas de contrat cette fois. Pas de mise en scène. Juste moi, le vieux fauteuil et l'enveloppe posée sur la cheminée. Marc fut le premier à parler. Maman, qu'est-ce que c'est que ça? Un autre tour, a rouspété Robert. Je n'ai pas le temps pour les jeux. Émilie planait près de la porte, le visage pâle. Je leur ai fait signe de s'asseoir. Ça ne sera pas long. Pendant un instant, personne n'a bougé. Puis, à contre-cœur, ils se sont installés. La tempête secouait les fenêtres, le tonnerre grondant au loin. Vous êtes venu ici la dernière fois, commençai-je lentement, en pensant que la maison était tout. En pensant que j'étais acculé, désespéré. Vous avez montré les crocs, et je vous ai vu. Mais la maison n'a jamais été le prix. Leurs sourcils se sont froncés. De quoi tu parles? A demandé Marc, l'irritation montant. Je me suis levé, me suis dirigé vers la cheminée et j'ai pris l'enveloppe dans ma main. Le papier était rigide, son poids plus lourd qu'il n'aurait dû l'être. Il y a 3 semaines, dis-je, j'ai gagné 62 millions d'euros au loto. Les mots sont tombés comme des pierres dans le silence. Marc a cligné des yeux, la confusion se tordant en incrédulité. Quoi? Robert a ri, sec et amer. Tu t'attends à ce qu'on croie ça? Émilie a haleté, couvrant sa bouche, les yeux écarquillés. J'ai brandi l'enveloppe. À l'intérieur se trouvent les documents, les preuves, signés et scellés. Je n'ai pas touché un centime. Pas encore. Pour la première fois, l'atmosphère de la pièce a changé. Leurs yeux n'étaient plus sur moi. Ils étaient sur l'enveloppe, comme des loups flairant le sang. Marc s'est penché en avant, la voix urgente. Maman, si c'est vrai, alors on peut tout arranger. Tu n'as pas besoin de lutter. Je peux aider à gérer ça. Tu as besoin de quelqu'un de confiance. Robert a ricané. Confiance. Il flamberait tout en un an. J'ai géré des affaires toute ma vie, Hélène. Laisse-moi l'investir pour toi. Le doubler en 5 ans. Émilie a secoué la tête férocement. Non. Arrêtez. Vous ne voyez donc pas? Il ne s'agit pas de nous. Maman, tu devrais l'utiliser pour toi. Pour une fois, vis pour toi. Je les ai laissés parler, chaque mot s'empilant, la cupidité et le désespoir se mêlant au déni. C'était la même pièce, seule la scène avait changé. La dernière fois, c'était la maison. Ce soir, c'était une fortune. Et encore une fois, ils se sont révélés. J'ai reposé l'enveloppe sur la cheminée et je me suis retourné pour leur faire face. Je voulais voir, dis-je tranquillement. Si vous me croyez fauché, qui se tiendrait à mes côtés? Qui s'en soucierait? Et j'ai vu la réponse. Maintenant, je voulais voir l'autre côté. Si vous saviez que j'avais tout, qui deviendriez-vous? Leurs visages m'en ont dit plus que les mots ne le pourraient jamais. La bouche de Marc s'agitait sans bruit, la panique éclatant dans ses yeux. Robert semblait prêt à bondir à travers la pièce. Émilie. Les yeux d'Émilie se sont remplis de larmes. Vous avez échoué aux 2 tests, dis-je, ma voix aussi stable que la pierre. Quand vous pensiez que je n'avais rien, vous m'avez abandonné. Quand vous pensiez que j'avais tout, vous avez essayé de le réclamer. Aucun de vous ne m'a vu. Aucun de vous ne s'est soucié de ce que je voulais. Seulement de ce que je pouvais donner. Marc s'est levé, les poings serrés. Ce n'est pas juste. Je suis ton fils. Tu étais mon fils bien avant que l'argent n'entre en jeu, ai-je coupé. Et bien avant ce soir, tu m'as montré exactement ce que je signifiais pour toi. Robert a ricané. Et maintenant, Hélène?
Tu vas nous rayer? Nous laisser sans rien. Je l'ai fixé, puis Marc, puis Émilie. Mes mains ne tremblaient pas. Ma voix n'a pas vacillé. Oui, dis-je simplement. Rien. Émilie a éclaté en sanglots, s'effondrant sur le canapé. Marc a juré entre ses dents, arpentant la pièce comme un animal en cage. Le visage de Robert s'est tordu, mais il n'a rien dit. Je suis allé à la porte et je l'ai ouverte en grand, la pluie fouettant le porche. Sortez, dis-je. Personne n'a bougé. J'ai dit, sortez. Cette fois, ils se sont levés. Robert est sorti en trombe le premier, marmonnant des menaces. Marc a suivi, le visage pâle, ses yeux brûlants de quelque chose que je n'ai pas reconnu. Émilie s'est attardée, ses larmes traçant des chemins sur ses joues. Maman, s'il te plaît, ne me ferme pas la porte. Je l'ai regardée dans les yeux, la seule qui avait montré ne serait-ce qu'une lueur de remords. Tu as fait ton choix, Émilie. Ce soir, j'ai fait le mien. Ses épaules ont tremblé alors qu'elle se tournait et partait. Quand la porte s'est refermée, je suis restée seule dans le silence, la tempête faisant toujours rage dehors. L'enveloppe était intacte sur la cheminée. Je l'ai prise, l'ai glissée dans le tiroir et l'ai verrouillée. Pour la première fois depuis des années, la maison semblait plus légère. Dans les semaines qui ont suivi, les appels sont arrivés. Des messages vocaux en colère de Marc, des messages suppliants d'Émilie, le silence de Robert. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. La vérité avait déjà été dite, enregistrée, gravée dans la mémoire. J'ai rencontré mon avocat, mis en place des fiducies, des fondations, des plans qu'ils ne verraient jamais. Pas un seul euro ne passerait entre leurs mains. À la place, des bourses porteraient le nom de mon mari, une aile de l'hôpital local, un refuge en centre-ville. Des héritages discrets qu'ils ne pourraient jamais transformer en levier. Un après-midi, Walter s'est assis avec moi sur le porche, sirotant son café noir. « Tu as enfin l'air en paix, dit-il. » J'ai hoché la tête. Parce que je le suis. Je sais qui ils sont, et je sais qui je suis. Il m'a étudié, puis a demandé, « Et maintenant ?» J'ai regardé l'horizon, le soleil perçant à travers les derniers nuages de la tempête. « Maintenant, dis-je doucement, je vis. » Et c'est ainsi que ça s'est terminé. Pas avec des cris, pas avec de la violence, mais avec de la clarté. Il pensait que l'argent était un levier. Il pensait qu'il pouvait me plier, me briser, m'utiliser. Mais la vérité, c'est que le levier ne fonctionne que si vous vous laissez soulever ou écraser. J'étais enfin sorti de leur jeu. Les 62 millions étaient toujours intacts, mais leur vraie valeur avait déjà été dépensée, en révélant les visages derrière les masques, en coupant les ficelles qui me liaient. J'étais Hélène Martin, 58 ans. Et pour la première fois depuis très, très longtemps, j'étais libre. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage. Si vous aimez cette histoire, veuillez aimer cette vidéo, vous abonner à la chaîne et partager vos impressions sur cette histoire dans les commentaires. Pour écouter la prochaine histoire, cliquez sur la playlist qui s'affiche maintenant.